Euh, Ça, c'est juste un regard rétrospectif depuis 1999. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de droites, mais ça, c'est des moyennes. Mais il y a surtout deux courbes, une courbe noire et une courbe bleue. La courbe noire, alors il y a un mot barbare, là, IPCH, si vous pouvez lire la légende. IPCH, ça veut dire indice des prix à la consommation harmonisé. Pardon des acronymes. Pourquoi harmonisé? Parce qu'on a dû retenir des définitions de l'inflation qui soient bien les mêmes dans les différents pays de la zone euro. Mais l'avantage, c'est qu'on a tous la même mesure et que ça correspond à la vie concrète des citoyens. Quand on a par exemple fait des travaux, vous pouvez regarder dans un document public qu'on a publié en 2019 pour les 20 ans de l'euro, on a regardé comment avait évolué le prix de la baguette de pain en France. Elle a à peu près évolué exactement comme cette IPCH. Donc vous voyez, ça correspond à quelque chose de très concret dans la vie des gens. Donc en noir, c'est le total, c'est-à-dire tout ce qu'on achète. En bleu, c'est le même IPCH hors énergie et produits alimentaires. Pourquoi? Énergie, c'est beaucoup l'essence, et produits alimentaires, parce que d'expérience, ceux-là sont extrêmement variables. Donc, quand il y a une brusque poussée du prix de l'essence, ou une brusque baisse du prix de l'essence, on essaye de ne pas surréagir. Donc, vous voyez que la courbe bleue est moins volatile que la courbe noire. Les moyennes sont par contre pas très différentes, notamment sur la dernière période, les deux droites se recouvrent. Alors, comment est-ce qu'on agit, nous? Je vais commencer. Alors, il y a peut-être des spécialistes de la politique monétaire parmi vous, y compris parmi vos professeurs. Je m'excuse d'avance par rapport à eux, parce que là, je vais un peu simplifier. Et s'il y avait des spécialistes de la politique monétaire de la Banque de France ici dans la salle, ils me diraient « Ah non, monsieur le gouverneur, vous ne pouvez pas dire ça. » Ben si, je vais le dire quand même, parce que je crois que ça dit l'essentiel. Imaginons que nous soyons, pour répondre à votre question, le pilote d'une voiture. Quand l'inflation est supérieure à 2%, c'est que la voiture va trop vite, il faut appuyer sur le frein. Je vais dire ce que ça signifie appuyer sur le frein. Si l'inflation est en dessous de 2%, la voiture ne va pas assez vite, il faut appuyer sur l'accélérateur. Alors, jusque-là, vous avez l'impression que je ne vous ai rien dit. En fait, je vous ai dit à peu près l'essentiel. C'est quoi? Alors, c'est plus compliqué que ça. On ne réagit pas mécaniquement d'être à un moment T juste au-dessous de 2% ou juste en dessous. On essaye de voir quelle est la tendance de moyen terme. Mais retenez l'image. En gros, c'est quoi le frein et l'accélérateur? Je vais commencer par l'accélérateur, parce que quand vous regardez cette courbe, vous voyez que c'est le problème que nous avons eu ces dernières années. Nous avons une cible de en moyenne 2% par an. Quand vous regardez la droite noire, on l'avait très bien atteint sur la première décennie de l'euro. Vous voyez qu'en moyenne, on est à peu près pile à 2%. Et par contre, depuis 2012, on est en moyenne un peu au-dessus de 1%. Donc, on est dans une situation d'insuffisance de l'inflation. Je reviendrai peut-être s'il y a question pourquoi il faut 2%, mais là, il y a un vrai consensus des économistes, y compris aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne. Le bon niveau, il faut un peu d'inflation dans l'économie, mais pas trop, 2%. Alors, nous n'avons pas assez d'inflation, donc accélérateur. L'accélérateur, c'est essentiellement deux choses. Là aussi, je vais simplifier. Mais une chose qui existe depuis toujours, c'est les taux d'intérêt. L'accélérateur, ça revient à baisser les taux d'intérêt, c'est-à-dire rendre l'argent moins cher. C'est une façon de soutenir l'activité économique. Si vous êtes un particulier, que le coût de votre crédit immobilier vous coûte moins cher qu'avant, vous aurez davantage tendance à acheter. Donc, vous soutenez l'activité économique et vous poussez l'inflation. Le problème que nous avons sur les taux d'intérêt, c'est qu'on les a déjà descendus à zéro. Et on était à cette situation en 2014. Et alors, à ce moment-là, nous avons introduit une innovation très forte, peut-être très étonnante pour vous, c'est les taux d'intérêt négatifs. Ça, c'est un peu contre-intuitif. Un taux d'intérêt, normalement, c'est quoi? Vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il vous rémunère pour ça. Vous vous dessaisissez de votre argent et vous lui rendez un service parce que vous lui rendez l'argent disponible. Ce service mérite un prix, c'est le taux d'intérêt. Taux d'intérêt négatif, à la limite, ça veut dire le contraire, c'est que vous prêtez de l'argent à quelqu'un, mais il vous fait payer. Bon. Alors, en fait, ça ne concerne pas les particuliers et les PME, donc ça ne nous concerne pas, nous. C'est des relations techniques de la Banque centrale avec les banques ou les États.
Je reviendrai peut-être sur les taux négatifs si vous le souhaitez plus tard, mais retenez que c'est une innovation que nous avons introduite, nous, qu'utilisent les Japonais, qu'utilisent les Suédois, qu'utilisent les Suisses, qui s'est avérée assez efficace pour appuyer sur l'accélérateur. Donc, première grande catégorie d'instruments, les taux d'intérêt. Ça existe depuis toujours, mais il y a une innovation à l'intérieur de ça, c'est les taux négatifs. Deuxième catégorie d'instruments, et ça c'est nouveau, c'est ce qu'on appelle les achats d'actifs. Vous avez peut-être entendu, il y a beaucoup de termes anglais, pardon, parce que l'anglais est notre langue de travail. Le QE, je ne sais pas si vous avez QE en français, Quantitative Easing. Là aussi, je vais essayer de rester très simple et clair. Ça consiste à dire que la Banque centrale peut acheter des obligations à long terme émises par les États ou par certaines entreprises. Et ça, c'est un instrument nouveau qui nous permet de baisser non seulement les taux à court terme, qui traditionnellement sont fixés par la Banque centrale, mais ce qu'on appelle les taux à court terme, c'est les taux à moins d'1 an. Mais aussi de faire baisser les taux à long terme. Qu'est-ce qu'on appelle les taux à long terme? C'est les taux supérieurs à 5 ans, et notamment le 10 ans, qui est une durée de référence pour les emprunts des États. Et bien, si nous achetons, nous, des obligations d'État, nous contribuons à faire baisser le coût de financement des États ou des grandes entreprises, et donc à faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Alors, ce QE, ça, autant les taux négatifs, on a été les premiers à utiliser, le QE, on a été parmi les derniers. Ceux qui l'ont introduit le premier, c'est les Américains, après la crise financière de 2008. Il s'est avéré que c'était un instrument efficace pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme, et même chose, stimuler l'économie et ramener l'inflation vers 2%. Et nous le faisons, nous aussi, massivement, depuis 2015. Dans la crise, je vous racontais tout à l'heure les décisions de 750 milliards le 18 mars au soir. 750 milliards, c'est un programme d'achat. Donc, nous avons dit que nous achèterions beaucoup plus pour faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Et ça se traduit, et je vais m'arrêter là, par le graphique qui est juste là, si vous voyez celui du bas. Quand nous achetons des obligations d'État, nous faisons grandir le bilan de la Banque centrale. Et donc, en bleu, c'est l'eurosystème, la zone euro. En rouge, c'est la Fed américaine. C'est en pourcent du PIB. Vous voyez que dans les deux cas, la taille du bilan a beaucoup augmenté en 2020. C'est la politique monétaire anti-crise. J'ajoute, si vous voulez bien, un dernier mot, mais je ne veux pas faire de vous des spécialistes pointus de la politique monétaire. Mais à propos de cet instrument des achats d'actifs, nous finançons ça par création monétaire. Et ça donne souvent une question que vous avez probablement entendue autour de vous. Je vais prendre l'exemple des 750 milliards d'euros d'achats d'actifs supplémentaires que nous décidons en mars. Les gens nous disent, mais enfin, c'est quand même incroyable, c'est formidable. Là, vous décidez en 2 heures, paf, il y a 750 milliards qui apparaissent. D'où sortez-vous cet argent? Vous avez sans doute entendu cette question. Et moi, je l'entends très souvent. Je dis autour de moi, mes proches, mes amis, ce n'est pas des spécialistes de politique monétaire. Ils disent, OK, bon, on est heureux que la Banque centrale agisse sur l'anticrise, mais explique-moi où tu trouves cet argent. Bon. La réponse, c'est que c'est la définition même d'une banque centrale de pouvoir faire de la création monétaire. L'augmentation rapide du bilan, il n'y a pas de limite théorique à la taille du bilan de la Banque centrale. Ça, on pourrait dire c'est formidable. Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas beaucoup plus pour financer l'économie? Il y a juste 2 limites à ça. La première limite, c'est que c'est toujours de l'argent qui est prêté et pas de l'argent qui est donné. Quand nous achetons des obligations d'État, ces obligations doivent être remboursées. Quand nous prêtons de l'argent aux banques pour qu'elles financent l'économie, cet argent doit être remboursé, prêté et pas donné. Et cet argent va dans l'économie, mais doit revenir un jour vers la Banque centrale. Et puis la deuxième limite, c'est la fameuse inflation. Nous pouvons faire ça aujourd'hui, nous pouvons faire de la création monétaire parce qu'il n'y a pas assez d'inflation dans l'économie. Mais si nous faisons trop de création monétaire, il y aura trop d'inflation et il y aura perte de confiance dans la monnaie. Donc nous sommes les gardiens de ces 2 limites, de l'argent qui est prêté et de la création monétaire correspondant à notre mandat sur l'inflation. On est ancré dans la cible d'inflation de 2%, parce qu'on est ancré dans la confiance dans la monnaie.